Un policier crie après un adolescent noir pour avoir menti au tribunal. Puis le juge l'appelle « fils ». Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 3B s'ouvrirent en grinçant, prélude inquiétant au tremblement qui saisit la poitrine du jeune Elijah Vance. Il entra, chaque pas sur le sol ciré amplifié par l'impatience silencieuse des spectateurs, une multitude de visages brouillés par ses sens aiguisés. L'air lui-même était lourd d'une tension oppressante. Un poids palpable qui pesait sur ses épaules, bien plus lourd que n'importe quel sac à dos qu'il avait jamais porté pour aller à l'école. Son regard, remarquablement fixe, malgré le malaise qui le nouait, balaya les visages familiers peuplant la galerie et la table de l'avocat adverse. Là, au premier rang, était assis son père Michael Vance, las, la mâchoire crispée, une ligne sombre et inflexible, marquée par un mélange d'inquiétude et de défi discret. De l'autre côté de l'allée, le visage sévère et inflexible du procureur Arthur Thorne, un homme dont la réputation d'acharnement judiciaire le précédait, sembla se durcir davantage lorsque son regard croisa celui d'Elijah. Et enfin, dominant tout le monde, siégeait l'imposante silhouette du juge Elias Thorne, le frère aîné d'Arthur, déjà bien installé sur son banc surélevé, une figure d'autorité dont chaque geste semblait empreint d'une immense gravité. L'avocat d'Elijah, un Marcus Thorne relativement jeune, mais au regard perçant, sans lien de parenté avec le juge ou le procureur Thorne, un détail qui avait été un léger point de répit lors de leur consultation, lui adressa un sourire rassurant, quoique indéniablement tendu depuis sa table, une reconnaissance silencieuse de la rude bataille qui l'attendait. L'huissier, un homme corpulent du nom de sergent Miller, dont la voix retentissait d'une autorité éprouvée, rappela la cour à l'ordre. Sur ce, la procédure commença, scellant le sort d'Elijah à la justice, ou à ce qui en tenait lieu entre ses murs. Les accusations portées contre Elijah étaient graves, agression et résistance à l'arrestation, le tout découlant d'une altercation chaotique survenue 2 semaines plus tôt, un laps de temps qui parut à la fois une éternité et un éclair. L'accusation, menée par Arthur Thorne, ne perdit pas de temps à dresser le portrait saisissant, presque cinématographique, d'un jeune homme violent et rebelle, un récit méticuleusement conçu pour déshumaniser Elijah et consolider sa culpabilité dans l'esprit du jury avant même qu'une seule défense ne puisse être présentée. Ce récit soigneusement construit rongeait Elijah, un goût amer dans la bouche, car il savait de tout son être que la vérité était bien plus complexe, bien plus nuancée et infiniment plus complexe que la version simpliste et accablante qui lui était présentée. Il se souvenait du chaos de cette nuit avec une clarté saisissante, l'éclair soudain et désorientant, la cacophonie des cris, la vague de peur viscérale qui l'avait paralysé pendant une seconde cruciale, puis la tentative désespérée et primitive de se défendre contre ce qu'il percevait comme une menace imminente. Pourtant, le rapport de police officiel, un document qu'il avait lu avec un sentiment croissant d'horreur et de perplexité, était un chef-d'œuvre de fabrication, déformant chaque détail, chaque action, chaque mot qu'il avait prononcé en un sinistre témoignage de sa prétendue agression. Il présentait une réalité radicalement différente, un reflet de la vérité déformée et grotesque. Dès qu'il en franchit le seuil, l'atmosphère même de la salle d'audience était imprégnée d'une issue prédéterminée, d'un sentiment suffocant d'injustice qui semblait imprégner le bois poli des bancs, des visages sévères des juristes, même les murmures étouffés de la galerie. C'était comme si le verdict avait déjà été rendu dans une chambre obscure et invisible, que ce spectacle public n'était qu'une formalité, une performance chorégraphiée destinée à entériner une décision déjà prise. Le cœur d'Elijah battait à un rythme effréné, protestation silencieuse contre le poids étouffant d'une accusation qu'il savait fausse, lutte contre un système qui semblait l'avoir déjà condamné avant même qu'il ait eu le temps de parler. Le faible bourdonnement des nuées au-dessus de sa tête semblait se moquer de la gravité de la situation, projetant une lumière froide, impartiale sur une scène qui n'en était rien. Il éprouvait un profond sentiment d'isolement, tel un solitaire pris dans l'inexorable
Les premières heures du procès se sont prolongées jusqu'à l'après-midi, un lent et douloureux écoulement du temps qui a semblé une éternité à Elijah. Chaque témoin appelé à la barre par le procureur Thorne semblait miner inexorablement la personnalité d'Elijah, accumulant méthodiquement une montagne de preuves indirectes, chaque pierre étant parfaitement placée pour l'ensevelir sous son poids. Le récit de l'accusation était celui d'une agressivité débridée, d'un jeune homme dénué de raison et de respect pour l'autorité. Le témoignage le plus accablant est venu de l'agent David McIntyre, l'agent qui a procédé à l'arrestation lui-même, qui a témoigné avec une suffisance presque théâtrale. Sa voix, posée et dénuée d'émotions sincères, délivrait un monologue répété, un récit soigneusement élaboré de l'agressivité et de la défiance supposée d'Elijah. Il raconta l'incident avec un détachement froid, presque clinique, soulignant l'attaque non provoquée et l'attitude belliqueuse d'Elijah, des mots qui fendirent l'air de la salle d'audience comme des lames aiguisées, destinées à anéantir les doutes persistants. Elijah écoutait, les poings serrés sous la table de la défense, sa frustration augmentant à chaque mot déformé. Les véritables événements de cette nuit éprouvante se rejouaient dans son esprit comme un film déformé et vacillant, un contrepoint constant et angoissant aux mensonges colportés. Il se souvenait des ombres trompeuses qui avaient enveloppé la ruelle, de l'apparition soudaine et fracassante des policiers dans l'obscurité, des cris brusques et gutturaux qui avaient percé la nuit, et du sentiment accablant et terrifiant d'être délibérément pris pour cible, désigné pour des raisons qu'il ne comprenait pas. Il se souvenait du désespoir dans sa voix, alors qu'il tentait d'expliquer, de raisonner avec eux, d'exprimer la vérité de son choc et de sa peur, mais ces mots, crus et pressants, semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd, engloutis par le chaos grandissant. Les policiers avaient agi avec une rapidité, presque une efficacité prédatrice, et ces tentatives de désamorcer la situation s'étaient heurtées à une violence croissante, à un balai terrifiant de malentendus et de menaces perçues. Il avait déjà senti la main lourde de l'injustice peser sur lui, bien avant d'entrer dans cette salle d'audience. Le souvenir des mains rudes, de la morsure des menottes et de la conscience glaçante que ses paroles étaient déformées au moment même où il les prononçait le hantait. L'audace même du récit inventé de toute pièce de l'agent McIntyre, livré avec une sincérité si convaincante, fit naître en lui une terreur glaciale. C'était une performance, réalisa-t-il, taillée pour le jury, dénuée de tout souvenir authentique, un scénario préécrit et livré avec une aisance maîtrisée. Lors d'un contre-interrogatoire particulièrement tendu mené par Marcus Thorne, l'avocat d'Elijah, le calme de façade de l'agent McIntyre commença à se fissurer sous la pression incessante. Les questions précises et inquisitrices de Marcus, visant les incohérences du rapport de l'agent, érodèrent peu à peu son témoignage soigneusement construit. La voix de l'agent, d'abord calme, monta en volume, son sang-froid cédant la place à une agitation à peine voilée. « Il mentait !» Tout simplement, il mentait effrontément pour éviter d'être arrêté, hurla soudain McIntyre, son regard, désormais enflammé d'une intensité soudaine et troublante, fixé directement sur Elijah, assis à la table de la défense, ressentant le poids brûlant de l'accusation de l'agent. Un silence palpable s'abattit sur la salle d'audience. Elle semblait retenir son souffle, tous les yeux rivés sur le drame qui se déroulait. L'explosion soudaine avait brisé le décorum rigide de la procédure, laissant derrière elle un silence gêné. Puis, une voix inattendue, calme mais ferme, trancha la tension suffocante, fendant l'air comme une lame tranchante. C'était le juge Elias Thorne, qui avait, jusqu'à cet instant, conservé une attitude stoïque presque troublante tout au long de cette longue et pénible procédure. Il se pencha légèrement en avant, sa posture changeant subtilement, attirant immédiatement l'attention. « Agent McIntyre, maîtrisez-vous. Vous êtes dans un tribunal, pas au coin d'une rue, » déclara le juge d'une voix imprégnée d'une autorité indéniable. Il marqua une pause, laissant ces mots se poser. Puis,
Dans un mouvement subtil mais profond, son regard, jusque-là fixé sur l'agent agité, se posa lentement sur Elijah. Une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux, un bref instant, presque imperceptible, où Elijah ressentit une scrutation plus profonde qu'une simple évaluation judiciaire. « Et jeune homme, » continua le juge, sa voix s'adoucissant légèrement, l'adresse inattendue, résonnant avec une qualité presque paternelle. « Mon fils, tu auras l'occasion de parler, et ce sera sous serment que tu diras la vérité. » Ces mots, et surtout l'adresse personnelle et inattendue de « mon fils », provoquèrent un murmure discret, presque imperceptible dans la galerie, une inspiration collective parmi les spectateurs habitués à la formalité stérile de la salle d'audience. Elijah, momentanément abasourdi par les paroles du juge et le ton intime, soutint le regard de l'homme plus âgé. Un étrange mélange de surprise, de perplexité et d'un espoir ténu, presque imperceptible, l'envahissant. Ce fut un instant fugace, une connexion brève, presque éthérée, vite éclipsée par le poids écrasant du procès en cours, par le déroulement inexorable de la procédure judiciaire. Pourtant, malgré sa brièveté, il sema une graine de doute, minuscule mais tenace, dans le récit pourtant clair et accablant que l'accusation tissait. L'atmosphère de la salle d'audience, bien que toujours chargée de la solennité de la justice, subissait désormais un changement subtil, presque imperceptible, une légère frémissement d'incertitude dans le fondement apparemment inflexible de la procédure. L'après-midi s'écoulait, ponctué de témoignages et de retards de procédure, chacun constituant un exercice d'usure fastidieux et épuisant. Mais les mots inattendus du juge, l'adresse calme mais ferme de « fils », persistaient dans l'esprit d'Elijah, une anomalie incontournable dans la formalité rigide et inflexible de la salle d'audience, une lueur d'espoir dans l'obscurité immense et intimidante de sa situation. Le troisième jour du procès se leva, projetant de longues ombres austères sur le sol poli de la salle d'audience 3B, et avec lui un changement palpable et indéniable dans l'atmosphère oppressante de la salle. L'intervention inattendue, presque paternelle, du juge Elias Thorne la veille, avait insufflé une énergie nouvelle, prudente mais indéniablement puissante. À la procédure, un léger frémissement qui laissait entrevoir des courants plus profonds sous la surface. Marcus Thorne, l'avocat d'Elijah à l'œil perçant, a immédiatement senti l'ouverture, une fine fissure dans la façade apparemment impénétrable de l'accusation. Il s'est montré encore plus agressif, plus incisif, dans ses contre-interrogatoires, ses questions décortiquant désormais les couches du récit, soigneusement construit de l'accusation avec la précision d'un chirurgien. Il a méticuleusement souligné chaque incohérence dans les rapports de police, chaque incohérence subtile dans les déclarations des témoins, réduisant lentement mais sûrement à néant le dossier apparemment impénétrable que le procureur Arthur Thorne avait construit avec tant d'assurance. Il devenait de plus en plus évident, heure après heure, que l'incident survenu 2 semaines plus tôt, l'altercation chaotique qui avait pris le jeune Elijah au piège, n'était pas aussi simple, aussi manichéen que l'accusation avait initialement tenté de le faire croire. Des flashbacks de cette nuit fatidique commencèrent à surgir avec une clarté saisissante dans le témoignage d'Elijah, saisissants et viscéraux. Il décrivit l'obscurité étouffante de la ruelle faiblement éclairée, la confrontation soudaine et brutale avec 2 silhouettes dont il réaliserait plus tard qu'il s'agissait d'agents en civil. L'un d'eux, confirma-t-il, était bien l'agent McIntyre, dont le visage était désormais gravé dans sa mémoire avec une clarté glaçante. L'autre, en revanche, demeurait un inconnu, une présence obscure dont l'identité avait été remarquablement absente de tous les rapports officiels. Elijah raconta leur approche agressive, la réduction rapide, presque agressive, de la distance qui les séparait et leur refus total et délibéré de s'identifier initialement comme agent des forces de l'ordre. Il a évoqué le sentiment terrifiant et accablant d'être acculé, pris dans un étau de plus en plus serré sans issue, la panique désespérée qu'il avait saisie à ces moments cruciaux.
il a témoigné d'une violente poussée, d'une secousse soudaine et inattendue qui l'avait projeté en arrière. Et comment, par pure légitime défense, par une réaction instinctive et primaire, il avait repoussé, s'élançant désespérément pour créer de l'espace, avant de réaliser avec effroi que ces silhouettes agressives et non identifiées étaient en réalité des policiers. Il a précisé, d'une voix tremblante qui résonnait d'une vérité crue, que c'était le moment précis où la prétendue agression avait eu lieu. Un acte désespéré d'autopréservation mal interprété et instrumentalisé contre lui. L'accusation, visiblement déstabilisée par ce détail inattendu et la sincérité convaincante d'Elijah, peinait à reprendre le contrôle de son récit, sa confiance initiale commençant à vaciller. Pendant ce temps, derrière la façade stoïque du tribunal, les machinations insidieuses d'un système profondément corrompu battaient leur plein. Des officiers de haut rang, menés par le commissaire Silas Blackwood, notoirement impitoyable, dont l'ambition n'avait d'égal que la ruse, et des politiciens influents, dont l'influent sénateur Alistair Finch, une personnalité exerçant un pouvoir immense en coulisses et ayant un intérêt politique profond à préserver l'image méticuleusement travaillée de la ville, résistante à la criminalité, commencèrent à exercer une pression immense et étouffante sur le juge Thorne. Ils considéraient l'affaire Elijah non pas comme une quête de justice, mais comme un instrument politique, une conviction sans appel qui consoliderait sans équivoque leur discours soigneusement élaboré sur la loi et l'ordre, renforçant ainsi leur image publique et leur position politique. Tout écart perçu par rapport à cette voie tracée, toute allusion à un acquittement, était accueilli par des menaces voilées, des rumeurs de sabotage de carrière et des accusations à peine voilées d'irrégularité, destinées à semer le doute et la peur. Le commissaire Blackwood, passé maître dans l'art de l'intimidation, avait eu un appel téléphonique direct et glaçant avec le juge Thorne, tard dans la nuit, soi-disant pour discuter du décorum judiciaire et de la nécessité de l'opportunité dans les affaires très médiatisées. Pourtant, le message sous-jacent de cette conversation laconique était d'une clarté glaçante, délivrée sur un ton menaçant, sans équivoque, maintenir le statu quo, obtenir la condamnation ou s'exposer à de graves répercussions professionnelles pouvant mettre fin à sa carrière. Le sénateur Finch, acteur clé du labyrinthe du financement et des nominations judiciaires de la ville, a discrètement exploité son immense influence. Il a fait savoir, par l'intermédiaire d'un réseau d'intermédiaires de confiance et de proches politiques, qu'une issue favorable à l'accusation dans le procès d'Elijah serait bénéfique pour les demandes budgétaires à venir du juge, ce qui impliquait une corrélation directe entre le verdict, la santé financière du tribunal et ses perspectives de carrière. Le système judiciaire, généralement perçu comme un bastion impartial de la justice, un arbitre aveugle de la vérité, était manipulé ouvertement et effrontément, sa balance fragile penchant dangereusement sous le poids écrasant de l'ambition politique, de la corruption institutionnelle et de la quête impitoyable du pouvoir. La pression sur le juge Thorne était immense, une bataille intérieure silencieuse faisant rage dans l'intimité de son cabinet, une lutte solitaire contre les forces insidieuses cherchant à pervertir les fondements mêmes de la justice, alors même que le spectacle public du procès se poursuivait sans relâche dans la salle d'audience, sa trajectoire prédéterminée semblant gravée dans le marbre. L'atmosphère même du cabinet du juge, habituellement un sanctuaire de contemplation silencieuse, était désormais chargée d'une tension suffocante, les menaces non formulées résonnant dans le silence, le forçant à affronter le dilemme moral au cœur même de son serment professionnel. Alors que le procès entrait inexorablement dans sa phase finale, la plus critique, l'atmosphère de la salle d'audience s'épaississait d'une tension palpable, chaque respiration des personnes présentes semblant peser sur l'avenir d'Elijah Vance. Marcus Thorne, se levant pour prononcer sa plaidoirie finale, le fit avec l'intensité concentrée d'un artisan démantelant une structure défectueuse. Il commença, calmement d'abord, puis avec une ferveur croissante, à déconstruire systématiquement,
pierre par pierre, le dossier apparemment solide de l'accusation. Sa voix, claire et résonnante, emplissait la salle d'audience, créant un contre-récit saisissant à celui si méticuleusement élaboré par Arthur Thorne. Le point culminant de sa plaidoirie fut l'introduction spectaculaire d'un témoin surprise. Une figure surgit des bas-fonds de la ville, Barnaby Barney Green, un sans-abri dont la présence suscita d'abord la curiosité, puis l'empathie. Barney, figure d'une dignité tranquille malgré les circonstances, dormait près de la ruelle cette nuit fatidique, observateur silencieux et invisible. Son témoignage, livré avec une sincérité crue et sans fard, corrobora puissamment le récit d'Elijah concernant l'agression initiale des policiers et surtout leur refus flagrant de se présenter comme agent des forces de l'ordre. Barney, un homme qui avait toutes les raisons de craindre les autorités contre lesquelles il témoignait, avait d'abord été intimidé, la voix tremblante de peur et d'appréhension. Pourtant, il avait été convaincu de se manifester par un défenseur de la communauté persévérant et compatissant, travaillant sans relâche aux côtés de Marcus, témoignant de son dévouement et de sa force de persuasion. Ce témoignage inattendu, associé, d'autres révélations firent surface, jetant un voile de suspicion sur l'incident. Il fut révélé que le deuxième policier en civil impliqué dans cette altercation chaotique, un certain Richard Rick Holloway, avait été discrètement et rapidement muté dans un autre commissariat peu après l'incident, sa localisation désormais inaccessible, son existence quasiment effacée des archives officielles. Cette disparition soudaine et inexplicable, combinée au poids irréfutable du témoignage sans phare de Barney, suscita murmures et doutes parmi les jurés, leurs expressions passant de l'observation passive à une suspicion active et perspicace. Une véritable incertitude s'était installée dans leur esprit, une petite mais tenace pousse de doute qui menaçait de défaire le tableau de culpabilité soigneusement tissé par l'accusation. Pendant ce temps, derrière les portes imposantes et ornées de la salle d'audience, la pression exercée sur le juge Elias Thorne par le commissaire Silas Blackwood et le sénateur Alistair Finch s'intensifiait considérablement, atteignant son paroxysme. Blackwood, fou de rage face à la tournure inattendue des événements et à l'érosion de son récit soigneusement construit, abandonna toute prétention à la subtilité. Il se rendit personnellement, avec une audace effrayante, dans le cabinet privé du juge Thorne, ces menaces désormais dénuées de toute ambiguïté, rappelant explicitement au juge son devoir envers le ministère, un avertissement à peine voilé de loyauté envers le réseau corrompu, et les terribles conséquences d'une atteinte aux forces de l'ordre, une formulation claire de l'anéantissement de sa carrière s'il osait s'écarter du résultat souhaité. Le sénateur Finch, passé maître dans l'art des tractations en coulisses, lança un message glaçant par un canal secret fiable. Une mise en garde subtile mais profondément inquiétante contre des ajustements de carrière imprévus et des réévaluations professionnelles, si le verdict ne correspondait pas précisément à leurs attentes méticuleusement orchestrées. Ils étaient, il devint terriblement clair, désespérés, leur peur palpable, une profonde appréhension que l'acquittement d'Elijah ne soit pas seulement un revers, mais qu'il révèle un schéma systémique plus vaste de mauvaise conduite policière, d'excès de pouvoir judiciaire et de corruption profonde qu'ils avaient si méticuleusement cultivé et protégé pendant des années. L'élucidation de cette seule affaire menaçait de démanteler les fils même de leur empire illicite. Pourtant, c'est lors d'une suspension d'audience tendue et imprévue, un moment de profonde vulnérabilité au milieu des remous du procès, que la dernière pièce, dévastatrice, de ce puzzle complexe se mit en place avec une clarté tragique et retentissante. Michael Vance, le père d'Elijah, las mais résilient, poussé par un besoin désespéré de protéger son fils et peut-être par un besoin plus profond de justice, confronta le juge Thorne dans un couloir isolé et rarement fréquenté du tribunal. Sa voix, bien que basse et tendue, portait le poids immense d'un secret profondément enfoui qu'il portait depuis trop longtemps. Michael révéla une vérité qui brisa les illusions de justice qui subsistaient.
2 semaines avant l'incident qui avait impliqué Elijah, il avait, par pur hasard, vu le commissaire Blackwood et l'inspecteur Holloway, aujourd'hui disparus, accepter un important pot de vin clandestin de la part d'un baron de la drogue locale notoire, dont les activités sévissaient depuis longtemps dans les bas-fonds de la ville. Rongé par la peur pour la sécurité de sa famille, Michael avait tenté de signaler cette transaction illicite anonymement, parce qu'il croyait être un canal sécurisé et intraçable. Mais ses efforts, tragiquement, avaient été interceptés, son anonymat compromis. L'altercation avec Elijah, il le crut désormais, avec une horreur naissante qui lui glaça l'estomac, n'était pas un acte de brutalité policière aléatoire, mais un acte d'intimidation ciblée, un avertissement glaçant adressé à Michael pour qu'il se taise, qu'il demeure un observateur docile et effrayé de leur corruption. Cette révélation dévastatrice, délivrée à voix basse et pressante, a permis de relier des éléments jusque-là disparates, éclairant le véritable motif insidieux de la traque acharnée, quasi obsessionnelle, de l'accusation contre Elijah. Il s'agissait d'une manœuvre calculée pour réduire son père au silence et, par extension, protéger le vaste et complexe réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà du tribunal, atteignant les plus hautes sphères du pouvoir. Le poids écrasant de cette vérité effroyable pesait lourdement sur les épaules du juge Thorne, un fardeau soudain et étouffant. Elle l'a contraint, sans équivoque, à affronter la corruption profonde et purulente du système qu'il représentait, un système qu'il avait juré de défendre, un système désormais exposé comme complice des crimes qu'il était censé poursuivre. La salle d'audience crépitait d'une électricité presque palpable. L'atmosphère imprégnée de l'impatience collective de tous ceux qui étaient réunis alors que le juge Elias Thorne s'apprêtait à rendre le verdict qui déterminerait le sort d'Elijah Vance. Au-delà du destin individuel d'Elijah, l'intégrité même du système judiciaire local semblait en jeu, un concept fragile au bord du précipice entre révélation et obscurcissement continu. Tous les regards étaient rivés sur le juge, chaque souffle retenu, tandis que les dernières secondes angoissantes s'écoulaient. Après ce qui sembla une longue délibération, une éternité, le jury, le visage marqué par la gravité de sa responsabilité, retourna dans la salle. Il avait été indéniablement influencé par les arguments convaincants et méticuleusement construits de Marcus Thorne, qui avait systématiquement démonté le dossier fragile de l'accusation, et par le témoignage inattendu et sincère de Barnaby Barney Green, dont la vérité sans phare avait profondément résonné. Lorsque le président prit enfin la parole, d'une voix claire et sonore, la seule phrase qui s'échappa de ses lèvres fit trembler la salle, non coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague de soulagement profond, viscérale et collective submergea Elijah, une libération physique qui le laissa momentanément étourdi, et un calme visible presque irrésistible s'installa chez son père, Michael Vance, qui s'affaissa légèrement sur son siège, les larmes aux yeux. Simultanément, un choc visible, une vague palpable d'incrédulité traversa la table de l'accusation, laissant le procureur Arthur Thorne immobile, le visage figé par l'incrédulité. Le verdict porta un coup de massue à leur récit soigneusement construit, le faisant voler en éclats. Les conséquences de cet acquittement furent immédiates et profondes, résonnant bien au-delà des limites de la salle d'audience 3B. Le juge Thorne, après d'innombrables nuits blanches, tourmenté par les pressions insidieuses du commissaire Silas Blackwood et du sénateur Alistair Finch, prit une décision qui allait redéfinir son héritage. Avec une détermination discrète mais inébranlable, il choisit d'exercer sa considérable autorité judiciaire non pas comme un instrument au service des puissants, mais comme une arme de vérité. Citant les nouvelles preuves saisissantes révélées au cours du procès, notamment le témoignage courageux et accablant de Michael Vance sur la corruption présumée et la disparition extrêmement suspecte de l'inspecteur Richard Rick Holloway, le juge Thorne ne se contenta pas de classer l'affaire. Il ouvrit une enquête judiciaire officielle et de grande envergure sur la conduite odieuse du commissaire Blackwood et de l'inspecteur Holloway. Ces paroles,
prononcé avec une autorité solennelle transcendant les subtilités du droit, appelait publiquement à une enquête immédiate et approfondie sur l'ingérence politique qui avait entaché l'affaire, pointant implicitement, mais sans équivoque, ses accusations directement contre le sénateur Finch et son réseau d'influence obscure. Cette décision audacieuse, presque audacieuse, si elle mettait sans aucun doute en péril sa propre illustre carrière et risquait d'entraîner de violentes représailles de la part des pouvoirs mêmes qu'il défiait désormais, constituait un défi direct et sans équivoque aux structures de pouvoir corrompus qui avaient si impitoyablement cherché à manipuler le procès, à taire la vérité et à détruire un jeune homme innocent. Les médias locaux, une véritable bête noire désormais pleinement consciente des couches insidieuses de corruption mises à nu dans la salle d'audience du juge Thorne, reprirent l'affaire avec une intensité féroce et inflexible. Les gros titres hurlaient, révélant la corruption systémique qui avait imprégné les plus hautes fonctions de la ville. Le commissaire Blackwood et le sénateur Finch, autrefois des figures apparemment intouchables, enveloppées d'une aura d'invincibilité, se sont retrouvés soudainement et spectaculairement mêlés à un scandale public qui prenait une ampleur fulgurante. Leur façade méticuleusement construite, bâtie sur des années de tromperie et une image publique soigneusement entretenue, ont commencé à s'effondrer de façon spectaculaire sous l'œil incessant de l'opinion publique et le poids croissant et indéniable des preuves nouvellement découvertes. L'ampleur même de leurs méfaits révélés est devenue indéniable. L'inspecteur Holloway, qui avait disparu si opportunément, a finalement été retrouvé grâce à une recherche approfondie et très médiatisée, sa cachette révélée par des fuites provenant de membres mécontents des forces de police. Confronté à une pression écrasante, pris dans l'inévitable lumière d'une enquête à grande échelle et avec son propre avenir professionnel complètement détruit, il a finalement coopéré avec les enquêteurs, ses aveux désespérés confirmant les accusations poignantes de Michael Vance, et, ce fait, Elijah Vance, bien qu'acquitté et déclaré innocent aux yeux de la loi, portait les cicatrices indélébiles de cette terrible épreuve. Cette expérience l'avait profondément et irrévocablement transformé, le transformant d'un jeune homme discret et modeste, uniquement préoccupé par son avenir, en un symbole réticent mais puissant de résistance à l'injustice. Le traumatisme l'avait forgé, renforçant sa détermination. Il ne s'était pas replié sur lui-même, au contraire. Il avait commencé à s'exprimer, sa voix, autrefois timide, étant désormais claire, résonnante et imprégnée d'une conviction nouvelle. Il s'est consacré sans relâche à la défense d'une réforme judiciaire radicale et d'une responsabilité policière sans faille, utilisant sa propre expérience douloureuse comme catalyseur d'un changement systémique significatif. Il est devenu une voix improbable et puissante pour les sans-voix, son histoire un cri de ralliement. L'affaire Elijah Vance, autrefois affaire judiciaire locale, a transcendé ses origines pour devenir un événement marquant, un rappel brutal et indéniable que même dans les recoins les plus sombres et les plus cachés d'un système corrompu et apparemment imprenable, la vérité, aussi longue et pénible soit-elle, peut finalement triompher, laissant dans son sillage un jugement brutal et inéluctable pour ceux qui avaient si arrogamment cherché à la réduire au silence. La balance de la justice, bien que momentanément penchée, s'était finalement, indéniablement, rééquilibrée.